Alors, l'autre type de variable, variable quantitative, on dit aussi quelquefois variable continue. Alors, ce n'est pas continu au sens mathématique du terme, hein, vous en doutez bien. C'est-à-dire que quand on fait des mesures, on a toujours un nombre fini de chiffres significatifs, 4, 5, 6, 7, ça dépend. Hein. Maintenant, on a quelquefois des machines qui nous en donnent beaucoup, mais de toute façon, ce n'est pas continu au sens strict, c'est continu pour les statisticiens. Hein. Alors, les données, eh bien, elles s'écrivent exactement de la même manière. C'est-à-dire que ici, vous reconnaissez un tableau dont les lignes sont les individus. Ça, c'est un type de tableau qui reviendra constamment. Vous avez ici le numéro d'individu, petit i varie de 1 à n. Vous avez une colonne dédiée à la variable x, et puis xi, c'est la valeur de la variable x pour l'individu i. Donc au niveau des notations, c'est exactement comme tout à l'heure. Simplement cette fois, le xi n'est plus un numéro de modalité, 3, ou un libellé de modalité, bleu, mais une valeur numérique, par exemple 15 kg, 75 quintaux, etc. Alors, quand on a toutes ces données, on veut bien sûr en faire une description synthétique. On va utiliser des données agrégées, comme tout à l'heure, sauf que cette fois, on va construire des intervalles de variation. On va construire des intervalles de variation. Alors ici, vous voyez, on a l'intervalle AB, entre A et B, voilà. Ici, on va représenter X, A, B. Eh bien, on dit qu'entre A et B, on a quel effectif? N, et puis je mets comme indice de AB. Et puis quand je prends le dernier intervalle, M, eh bien, je vais noter NM, l'effectif des individus dont la valeur est comprise dans le dernier intervalle. Bien. Donc, c'est très très proche de ce qu'on a vu tout à l'heure. Simplement, cette fois, je vais construire moi-même les classes. Je vais dire, voilà, j'ai la variable H, par exemple, je vais compter moins de 20 ans, entre 20 et 30, 30, 40, 40, 50, etc. Bon. Donc, du coup, j'obtiens en quelque sorte une variable qualitative, et je compte le nombre d'individus qui ont moins de 20 ans, entre 20 et 30, 30, 40, etc., etc. Bien. Comment on le représente? Alors, on va le représenter par un graphique qui ressemble au diagramme en bâton, mais qui n'est pas un diagramme en bâton. Regardez bien ici. X, c'est notre variable numérique. Par exemple, l'âge, si je reprends l'exemple de l'âge. Bien. AB, bah, c'est ma tranche d'âge. Par exemple, entre 20 et 30 ans. Alors, je vais tracer ici un rectangle. C'est bien un rectangle, ce n'est pas un bâton. Et la surface de ce rectangle, ici, est proportionnelle à l'effectif. C'est la surface qui est proportionnelle à l'effectif. Donc, à la différence du graphique précédent, l'échelle des ordonnées, ce n'est pas des effectifs, c'est ce qu'on appelle une densité. Alors, le mot densité ici, il a exactement le même sens que densité d'habitants au kilomètre carré. Hein. Alors, regardez bien. Ici, j'ai un effectif. Et cet effectif, si je le divise par cette longueur, donc la surface, si je divise par cette longueur, j'obtiens ceci. Donc, je calcule une densité, c'est-à-dire un effectif ramené à l'unité. Tout simplement. Donc, c'est une densité, c'est quelque chose qui va avoir une grande importance par la suite. Alors, pourquoi il y a une confusion? Il y a une confusion parce que souvent, on prend des intervalles qui sont de longueur identique. D'ailleurs, vous avez bien vu, dit 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, ok? Donc dans ce cas-là, c'est un peu jouer sur les mots. Vous pourriez dire, bah écoutez, votre histogramme, ça ressemble à un diagramme en bâton. Ouais. Sauf que, je vous ai dit aussi, on prend de 0 à 20. Pourquoi je prends de 0 à 20? Parce que j'ai beaucoup moins de monde, là. Et puis après, je m'arrête à 80, puis je dis plus de 80. Donc, vous voyez que même dans la pratique, on est souvent amené à avoir des intervalles qui ne sont pas de même longueur, notamment sur les bouts. Sur les bouts, on va dire moins de, plus de. Donc il y a en l'occurrence ici moins de 20 ans, je les compte, entre 0 et 20, donc plus de 80. Par exemple, entre 80 et 100, ou entre 80 et 95, si mon personnage le plus âgé fait 95. Donc on est amené quelquefois, finalement assez souvent, quand on y réfléchit, à avoir des histogrammes avec des intervalles qui ne sont pas de même longueur. Alors, on va prendre un petit exemple. Alors, je reprends l'exemple que je vous ai déjà cité. Cet exemple que je vous ai déjà cité, c'est celui où on a 909 élèves, et puis j'ai différentes notes. Alors ici, j'ai pris la note en maths au premier trimestre. Alors vous avez 5 histogrammes. Ces notes, elles sont souvent entières, elles sont souvent par demi-point. Donc on va avoir des problèmes de bornes. Hein.
voyez, ici, est-ce que je dois prendre la borne inférieure incluse ou exclue? Ben, j'ai deux possibilités qui me donnent deux histogrammes qui sont finalement de nature un petit peu différente, hein, quand je regarde ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que je vais de demi-point à demi-point, certes, mais j'ai beaucoup d'individus qui sont sur les bornes. Donc selon que je mets la borne d'un côté ou de l'autre, c'est sensible. Alors, quand on voit ce type d'histogramme, on peut se dire, oh bah c'est bête, on a 909 individus. Si j'ai 909 individus, je peux faire beaucoup de classes, je vais être bien plus précis. Donc du coup, je fais plus de classes. Donc je divise en 40 intervalles ici. Alors quand je divise en 40 intervalles, bah, vous voyez, j'ai une espèce d'irrégularité là. Bah oui, cette irrégularité, elle vient d'où? Elle vient du fait que j'ai moins de personnes, hein, donc je peux en avoir un peu plus, un peu moins, dans chaque classe, de façon, on va dire, aléatoire, entre guillemets. Et ça me donne des disparités. Alors vous remarquez au passage que j'ai bien ici une densité, et non pas un effectif. Ce qui veut dire que cet histogramme-là est parfaitement superposable à celui-là. Avec du papier calque, hein, je les superpose. Alors que ici, bien sûr, j'ai pour chaque classe des effectifs qui sont en gros 2 fois plus petits. Ce que je vois d'après la surface. Mais vous voyez, du point de vue hauteur, c'est parfaitement comparable. Alors comme ici j'ai des petites aspérités, je me dis, ben non, je vais faire l'inverse. Je vais prendre plutôt un découpage en 10 intervalles, hein, de 2 points. Voilà ce que ça me donne. Puis tant qu'à faire, j'essaye. Là, voilà, j'en ai fait avec des intervalles de 8, 9, 10, 11, 3 points. Voilà ce que ça donne. Alors, évidemment, quand je suis dans les bouts ici, vous voyez, j'ai des choses qui n'ont pas la même longueur. Vous voyez, ici, je vais de 0 à 2,5. Donc ici, j'ai un intervalle qui a une longueur de 2,5, alors que les autres font 3. Je suis bien content d'avoir la densité, qui me permet d'avoir quelque chose d'homogène. Et vous voyez, ce n'est pas un exemple tordu, c'est un exemple tout à fait naturel, celui où on n'a pas la même longueur d'intervalle dans les bouts. Alors maintenant, que choisir? Ben ça, c'est vous qui voyez. La statistique met à votre disposition des outils. Et ici, quelle est l'idée là? Il y a plusieurs idées qui interviennent, hein. La première idée, c'est la notion de densité, qui permet d'avoir des intervalles éventuellement de longueurs différentes, notamment dans les bouts. Et puis l'idée qu'il y a ici, en subliminal, c'est de dire, mais finalement, comment on fait pour choisir le nombre de classes? Eh bien, c'est tout un travail que de faire un bel histogramme, figurez-vous. Hein? Alors souvent, vous cliquez sur un logiciel, il vous prend un nombre de classes par défaut, ou qu'à fois vous demandez un nombre de classes. Eh bien, vous retenez de ceci qu'il faut essayer différents nombres de classes et vous prenez ce qui vous arrange. Alors, je fais exprès de dire qui vous arrange. Vous savez, la statistique est réputée pour être très manipulatrice. Mais là, c'est ce qui vous arrange au bon sens du terme. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Moi, j'ai l'impression que le dernier histogramme est moins précis, certes, mais il me suffit pour dire que j'ai une distribution qui est unimodale. Je n'ai pas une distribution bimodale. J'aurais une distribution bimodale si j'avais par exemple des élèves d'origine très différente, avec des niveaux très différents, par exemple. Ou si j'avais deux groupes de TD, et puis j'ai deux groupes de TD, puis il y a un groupe de TD qui a fait exactement l'exercice de l'examen en TD. Alors évidemment, il va avoir des meilleures notes. Okay, bon, donc je n'ai pas quelque chose de bimodal, j'ai quelque chose de unimodal. Il y a un seul maximum. Bon. Aussi, je vois une légère dissymétrie, vous voyez ici, que je voyais ici, bien sûr, hein, mais je la vois aussi bien ici. Donc ici, il y a un peu l'argument de simplicité. Moi, si j'ai à présenter l'histogramme, c'est le dernier que je présenterai. Pour vous dire, bah, écoutez, en gros, la répartition est unimodale, c'est ce que j'attends. Elle est légèrement dissymétrique, et je vous laisse le plaisir d'interpréter cette dissymétrie. Hein? Donc, quand on dit vous prenez celui qui vous arrange, c'est au bon sens du terme, c'est-à-dire qui correspond à ce que vous voulez montrer. Bien sûr, je vois aussi ici que c'est unimodal. Hein. Ici, vous voyez, ça n'allait pas tout à fait, là. Hein. Donc ça serait pas bon, ça, par exemple. Ça serait pas bon. Parce que je sais bien que j'ai des petites... je n'ai que 900 points. Donc pour les histogrammes, vous retenez bien ceci. Premièrement, la notion de densité. Un histogramme, c'est pas un diagramme en bâton. Même si dans le feu de l'action, vous direz diagramme en bâton. Plus exactement, dans le feu de l'action, vous appellerez histogramme des diagrammes en bâton. C'est pas très grave. Ce qui est plus important, c'est d'avoir en tête ce concept de densité, parce que ce concept de densité vous permet de faire des histogrammes propres, à savoir les deux intervalles aux extrémités sont de longueur différente. À part ça, c'est assez rare qu'on ait besoin d'intervalles de longueur différentes, même si ça peut arriver. Première idée. Deuxième idée, faire un bel histogramme, c'est du travail. C'est du travail. D'une manière générale aussi, on peut dire que quand vous voyez quelque chose qui est simple, c'est qu'il y a du boulot derrière.
Ça, c'est une chose que vous pouvez noter, qui est un problème assez difficile, parce qu'après, vous faites un travail, vous avez un bel histogramme, et quand vous le montrez, tout est évident, et la personne ne voit pas qu'il y a du travail derrière. Donc il faut déjà une certaine réflexion sur les choses, une réflexion épistémologique, pour comprendre que si quelque chose est très simple, eh bien c'est qu'il y a du boulot derrière. Et c'est pas parce que c'est simple comme ça, naturellement. Ça, je me permets d'insister un petit peu là-dessus. Alors ça, c'est un graphique qui n'est pas très usité, mais qui, en l'occurrence, ici, est très joli. Je prends ma variable quantitative. Donc là, c'est des notes. Hein. C'est les notes de tout à l'heure. C'est notes en maths au premier trimestre. Hein. Bon. Mais, au logiciel, je lui déclare ces notes comme une variable qualitative. Je dis, en fait, ce n'est pas des chiffres, c'est des libellés. Donc lui, quand il voit 8,5, il prend ça comme un libellé. Quand il voit 12,3, il prend ça comme un libellé. Donc il prend ça comme une variable qualitative, et il compte le nombre de fois qu'il a vu 12,5, qu'il a vu 8,3, etc. Ok? Donc là, je prends mon logiciel ordinaire, d'accord? Simplement, je déclare ma variable quantitative comme une qualitative. Donc il va me compter tous les ex-aequo. Alors c'est sûr que dans un cas comme ça où j'ai beaucoup d'ex-aequo, c'est intéressant. Alors regardez le diagramme en bâton qu'on obtient. Vous remarquez d'abord ici, il y a quelques bâtons là qui ont une distribution un peu unimodale, là, si je puis dire. Enfin, c'est un peu idiot de dire ça, mais enfin. Ce qui correspond aux notes rondes. Vous voyez, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous avez des notes qui sont beaucoup plus répandues que les autres. C'est les notes rondes. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hein? Bon. D'où ça vient ça? Ça vient que là-dedans, vous avez des tas de lycées dans lesquels il n'y a eu qu'une seule note pendant l'année. Et puis, les enseignants, ils ont plutôt tendance à mettre des notes rondes. Bien. Ensuite, vous avez une deuxième couche, si je puis dire. Ici, regardez, vous avez des bâtons qui épousent la même forme, mais qui sont plus courts. Les voilà. Et ça, ce sont les demi. Vous voyez? 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5. C'est étonnant, hein? Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Vraisemblablement, il y a des enseignants qui mettent éventuellement des demi-points. Et puis il y a des enseignants qui mettent des notes rondes. Simplement, comme il y a 2 examens, de temps en temps, on tombe avec des demi-points. Donc on voit bien que ceci va être beaucoup plus fréquent. Hein. Et puis après, vous avez un écheveau de notes particulières, parce qu'il y a eu 3 examens, parce qu'il y a eu des demi-points, il y a eu ci, il y a eu ça. Hein. Qu'est-ce que vous retenez de ceci? Vous retenez de ceci que quelquefois, j'ai d'autres beaux exemples, mais celui-là est très facile à interpréter, très joli. Quelquefois, c'est intéressant de considérer votre variable quantitative comme qualitative, donc vous trompez un peu le logiciel, il prend vos notes comme des libellés, et vous faites le diagramme en bâton ordinaire. Et c'est là que vous allez vous apercevoir d'accumulation d'ex-aequo. Et cette accumulation d'ex-aequo peut en dire long sur la façon dont les valeurs ont été recueillies. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très joli. Donc, on a cette idée-là, qui n'est pas très courante, hein, mais que j'ai utilisée plusieurs fois avec profit. Alors, on est toujours dans les graphiques. Il y a un graphique, moi, que j'aime bien, qui n'est pas très répandu. On appelle ça une représentation axiale. Alors, représentation axiale, c'est sûr qu'avec 900 points, ça ne va pas le faire. Ça n'a pas d'intérêt. Mais quand j'ai pas beaucoup de points, moi, je trouve que c'est commode. Alors, vous voyez ici, j'ai pris la note maths au bac, et puis j'ai sélectionné 15 individus avec bac incomplet. En fait, dans mes 900 individus, j'avais 15 individus qui n'avaient des notes qu'en maths et en physique. Alors, ce n'est pas des données manquantes au sens usuel du terme, ça n'a pas du tout été perdu. Ce sont des étudiants qui avaient déjà un bac et qui ont voulu avoir le bac scientifique. Donc, ils n'ont eu à repasser que maths et physique. Donc là, je représente ces individus. Alors ici, j'anticipe sur d'autres choses, mais j'ai distingué les candidats libres et les lycéens. Les candidats libres, ce sont ceux qui préparent chez eux. Donc voilà, vous avez tous ces individus. Et là, visiblement, le lycée a un petit effet positif. Hein, ce qu'on peut voir ici. J'anticipe un petit peu en disant ça sur des choses qu'on verra plus tard. Donc cette représentation axiale, moi je trouve ça assez pratique dans certains cas, notamment pour voir d'éventuelles irrégularités de distribution quand j'ai peu d'individus, auquel cas l'histogramme n'a pas de sens, hein, si j'ai peu d'individus.